J'ai décroché un emploi à 400 000 $ par an. Mon père a exigé 50% pour nous, 30% pour ta sœur. Sans excuse. Cet après-midi-là, j'ai tout emballé et j'ai arrêté de payer leurs factures. Je m'appelle Harley, j'ai 34 ans. Avant que je ne vous raconte ce qui s'est passé ensuite, faites-moi savoir d'où vous regardez. Appuyez sur j'aime et abonnez-vous pour me rejoindre dans ce parcours où je me suis enfin affirmé après des années de manipulation financière. J'ai grandi dans un quartier modeste de Chicago où notre famille vivait dans une modeste maison de 3 chambres qui semblait toujours avoir besoin de réparations que mon père ne faisait jamais. Mon père, Richard, travaillait comme directeur des ventes dans un concessionnaire automobile local. Sur le papier, il gagnait bien sa vie, mais on ne le saurait jamais d'après notre mode de vie. Papa avait toujours une aura d'autorité, mesurant 1,88 m avec de larges épaules et une voix puissante qui pouvait faire taire une pièce. Il contrôlait chaque aspect de notre vie familiale, surtout les finances. L'argent ne pousse pas sur les arbres, Harley, me sermonnait-il constamment. Tout dans cette maison vient de mon travail acharné. L'ironie, c'est que la plupart de nos problèmes financiers découlaient de son addiction au jeu. Un week-end sur 2, il disparaissait dans les casinos fluviaux le long du Mississippi, revenant soit jubilant de gains temporaires, soit plus souvent morose et prompt à la colère après avoir perdu. Ma mère, Diane, était l'opposé de mon père en tout point. Petite, avec des manières douces, elle travaillait comme réceptionniste dans un cabinet dentaire, mais ne semblait jamais avoir son mot à dire sur la façon dont son salaire était dépensé. Elle se contentait de hocher la tête à tout ce que papa décidait. Les yeux baissés, ses opinions réduites au silence il y a des années. Ton père sait mieux, me murmurait-elle chaque fois que je remettais en question leurs décisions. Et c'est juste de ne pas le fâcher. Son existence entière semblait dédiée à maintenir la paix, même au prix de sa propre dignité. Ensuite, il y avait ma sœur Amanda, 2 ans de moins que moi, mais toujours au centre de l'attention. Amanda était l'enfant d'or. Celle qui recevait de nouveaux vêtements pendant que je portais des vêtements d'occasion, celle dont les activités extrascolaires étaient prioritaires alors que les miennes étaient des luxes que nous ne pouvions pas nous permettre. Ta sœur est plus délicate que toi, m'expliquait ma mère. Elle a besoin de plus de soutien. Cela se traduisait par le fait qu'Amanda n'avait jamais eu à travailler un jour pendant le lycée, tandis que j'avais commencé à être serveuse à 14 ans juste pour avoir de l'argent pour les fournitures scolaires. Notre foyer avait un rythme prévisible de crise financière suivi d'un soulagement temporaire suivi d'une autre crise. L'électricité était coupée. Papa empruntait de l'argent à son frère. Des sermons sur les dépenses réduites s'ensuivaient. Et en quelques mois, nous étions de retour dans la même situation. Pendant tout ce temps, on attendait de moi que je contribue pendant qu'Amanda était protégée. L'été précédant ma 2e année de lycée, j'ai décroché mon premier emploi officiel dans une épicerie locale. Je me souviens encore de la fierté que j'ai ressentie en recevant mon premier salaire de 326 $ pour 2 semaines de poste après l'école. Cette fierté s'est rapidement évaporée lorsque mon père a tendu la main dès que je suis rentré. Contribution familiale, a-t-il déclaré, prenant tout le chèque. Cela aidera à payer la facture d'eau. Je n'ai jamais vu un centime de cet argent, ni de la plupart des chèques qui ont suivi. Pendant ce temps, Amanda recevait 100 $ d'allocation mensuelle pour maintenir ses notes, même si mes notes étaient meilleures. La technologie devint mon échappatoire. Le laboratoire informatique de l'école devint mon sanctuaire pendant les pauses déjeuner et après les cours. Je me suis auto-enseigné le codage grâce à des ressources en ligne gratuites, passant des heures à la bibliothèque publique lorsque notre connexion Internet à domicile était coupée pour non-paiement. Pendant que ton père dilapide ses chèques et que ta mère trouve des excuses pour lui, je bâtis les fondations de mon avenir, me dis-je. Toujours sur ses ordinateurs, marmonnait mon père. Comment cela va-t-il mettre de la nourriture sur la table? Malgré son dédain, j'ai postulé et obtenu une bourse partielle pour l'université d'État afin d'étudier l'informatique. Elle ne couvrait qu'environ 60% des frais de scolarité. J'ai donc travaillé 2 emplois à temps partiel pendant mes études universitaires pour compenser la différence et payer mes livres et mes frais de subsistance. J'ai vécu dans l'appartement le moins cher que j'ai pu trouver, partageant un 2 pièces avec 3 autres étudiants pour réduire les coûts. Même pendant mes études, les exigences financières de la maison n'ont jamais cessé. Chaque crise était d'une manière ou d'une autre ma responsabilité de résoudre. Réparation de voiture, facture médicale, le moment où Amanda a accidenté sa voiture sans assurance. Tout cela est devenu mes problèmes. Nous t'avons soutenu toute ta vie, me rappelait mon père lors de ses appels pour me demander de l'argent.
C'est ce que fait la famille. Ce qui faisait le plus mal, c'était la façon dont mon père s'attribuait le mérite de mes réalisations devant les autres. Lors des réunions de famille, il se vantait de m'avoir envoyé à l'université et de la façon dont tous ces jeux informatiques avaient finalement payé, comme si mon succès était sa création, et non quelque chose que j'avais accompli malgré ces obstacles. Le coup de grâce de mes années universitaires est survenu lorsque j'avais économisé 2000 $ pour une voiture d'occasion. Je prenais le bus pendant plus d'une heure aller-retour pour me rendre au cours et à mon travail. L'argent était sur mon compte depuis moins d'une semaine. Quand mes parents ont appelé au sujet de la taxe foncière qu'ils avaient oubliée. Après 3 jours de culpabilisation et de pleurs de ma mère au téléphone, j'ai transféré l'argent. Ils ont acheté à Amanda un voyage de printemps en Floride 2 mois plus tard. Ces schémas se sont poursuivis tout au long de ma vingtaine. Chaque fois que j'essayais d'établir mon indépendance financière, une urgence familiale me ramenait en arrière. Je suis devenu la banque de la famille, censé fournir sans poser de questions tout en essayant de construire ma propre vie à partir de zéro. Le pire, c'est que j'avais normalisé ce traitement, croyant que c'était ce que faisaient toutes les familles, que les enfants étaient censés soutenir leurs parents indéfiniment, quel qu'en soit le coût pour leur propre avenir. Après avoir obtenu mon diplôme en informatique, j'ai accepté un poste de développeur junior dans une petite entreprise de logiciels à Chicago. Le salaire de départ était modeste, 48 000 $ par an, mais c'était une porte d'entrée dans l'industrie dans laquelle j'avais travaillé si dur pour entrer. Mon premier appartement faisait à peine 45 mètres carrés, un studio avec une kitchenette et une salle de bain où mes genoux heurtaient le mur quand je m'asseyais sur les toilettes. Mais c'était à moi, payé avec mon propre argent, et cela signifiait tout. La courbe d'apprentissage à mon premier emploi fut abrupte. Je travaillais avec des technologies dont j'avais seulement lu dans les manuels et mes collègues semblaient être des années-lumière devant moi en termes d'expérience. Plutôt que de me décourager, j'en ai fait une opportunité. Je suis resté tard tous les soirs, absorbant tout ce que je pouvais, me portant volontaire pour les projets que personne d'autre ne voulait entreprendre. Tu n'es pas payé pour ces heures supplémentaires, a commenté mon père lorsque j'ai mentionné mon emploi du temps lors d'un appel du dimanche. Je suis payé en connaissance, ai-je répondu, un concept qu'il n'a jamais semblé comprendre. Alors que mon travail de jour me fournissait un revenu stable, je savais que j'avais besoin de plus d'éducation pour progresser rapidement dans le monde de la technologie. Après mon entre 9h et 17h régulier, j'ai suivi des cours du soir pour obtenir des certifications supplémentaires en sécurité réseau et en gestion de bases de données. Ma vie sociale était pratiquement inexistante, mais chaque nouvelle compétence que j'acquérais était un pas de plus vers la carrière que j'imaginais. Dès ma 2e année, j'ai obtenu ma première promotion au poste de développeur intermédiaire avec une augmentation de salaire à 62 000 $. C'était encore modeste selon les normes de l'industrie, mais cela représentait un progrès. J'ai célébré en m'achetant une Honda d'occasion fiable et en ouvrant mon premier compte d'investissement avec des dépôts automatiques mensuels de 2 cents $. Ma 3e année a apporté une autre promotion après que j'ai mené à bien un projet réussissant l'implémentation d'un nouveau système de gestion de la clientèle. Le poste de développeur senior est venu avec plus de responsabilités et une augmentation à 78 000 $ annuellement. J'ai déménagé dans un appartement légèrement plus grand dans un meilleur quartier, bien que j'ai gardé mes dépenses basses, me souvenant de l'instabilité financière de mon enfance. Pendant tout ce temps, les demandes de la maison n'ont jamais cessé. Amanda avait besoin d'aide pour sa dette de carte de crédit. Le toit fuyait. Papa avait un problème de trésorerie temporaire. Chaque fois que j'aidais, j'avais commencé à fixer des limites, offrant ce que je pouvais me permettre plutôt que ce qu'il demandait. Nous ne t'avons pas élevé pour être égoïste, a dit ma mère lorsque je n'ai pu envoyer que 500 $ au lieu des 2000 qu'il voulait pour les réparations de voitures d'Amanda. Vers la fin de ma vingtaine, j'avais changé d'emploi pour une entreprise technologique de taille moyenne, augmentant mon salaire à 110 000 $. Musique, je construisais enfin des économies et des investissements substantiels. J'avais également trouvé ma spécialisation dans l'architecture cloud, un domaine émerge avec une demande significative. J'ai poursuivi des certifications avancées et suis devenu connu pour résoudre des problèmes d'intégration complexes que d'autres développeurs évitaient. La relation la plus précieuse que j'ai construite au cours de ces années fut avec Michael, un architecte senior que j'ai rencontré lors d'une conférence technologique. Contrairement à mes autres collègues qui n'étaient que des connaissances professionnelles, Michael est devenu un véritable ami et mentor. Il avait 10 ans de plus que moi, accompli dans le domaine. Et surtout, il a reconnu mon potentiel avant que je ne le voie moi-même. Tu te sous-estimes, m'a-t-il dit autour d'une bière après avoir examiné mon dernier projet.
tu pourrais gagner 2 fois plus que maintenant dans la bonne entreprise. Avec l'encouragement de Michael, j'ai commencé à postuler pour des postes plus ambitieux. Il y a eu des rejets en cours de route, des entretiens où j'étais clairement dépassé, mais chacun fut une expérience d'apprentissage. J'ai pris des notes détaillées sur les questions qui me déconcertaient, puis je suis rentré chez moi et j'ai étudié ces sujets jusqu'à ce que je les maîtrise. Le mois dernier, une opportunité s'est présentée chez Horizon Technologies, l'un des fournisseurs de services cloud les plus innovants du pays. Il cherchait un architecte cloud principal pour diriger une nouvelle division axée sur l'intégration de l'intelligence artificielle. Le poste nécessitait une vaste expérience avec des technologies dans lesquelles je me spécialisais depuis des années. Le processus d'entretien fut éprouvant. 4 rondes sur 3 semaines, y compris un défi technique qui m'a demandé de concevoir une architecture évolutive pour un client hypothétique aux exigences complexes. J'ai passé un week-end entier sur ce défi, ne dormant que quelques heures par nuit pour perfectionner ma solution. Lorsque mon téléphone a sonné avec l'offre d'Horizon, je marchais vers ma voiture après une longue journée à mon emploi actuel. La voix de la recruteuse était enthousiaste en partageant la nouvelle. Nous aimerions vous proposer le poste d'architecte cloud principal, Harley. Le package de rémunération comprend un salaire de base de 400 000 $ par an, plus des primes de performance et des options d'achat d'actions. J'ai dû lui demander de répéter le chiffre, certain d'avoir mal entendu. 400 000 $. C'était près de 4 fois mon salaire actuel. Je suis resté sur le parking, clé en main, incapable de bouger alors que la réalité me frappait. C'était de l'argent qui changeait la vie. Le genre de revenu qui pouvait sécuriser mon avenir, me permettre d'acheter une maison au lieu de louer, de construire des investissements substantiels pour enfin atteindre la sécurité financière à laquelle je travaillais depuis toute ma vie d'adulte. Ce soir-là, j'ai retrouvé Michael dans notre bar préféré pour fêter ça. Il a commandé du champagne, insistant sur le fait que cette réussite méritait une reconnaissance adéquate. « Je te l'avais dit », dit-il, levant son verre. « Ils ont de la chance de t'avoir. Ce n'est que le début. » Tandis que nous parlions de l'opportunité, Michael m'a demandé mes projets pour l'argent. D'abord, un acompte pour un condo, dis-je. Ensuite, maximiser mes comptes de retraite. Peut-être prendre enfin des vacances. Ta famille sera ravie, commenta Michael. Et j'ai ressenti une pointe d'anxiété à la mention d'eux. Malgré notre histoire compliquée, je voulais toujours partager mon succès avec mes parents et ma sœur. Une partie de moi espérait qu'avec cette réussite, ils me verraient enfin différemment. Pas comme une ressource à exploiter, mais comme un fils qui avait accompli quelque chose d'important. J'ai décidé de conduire chez eux ce week-end pour partager la nouvelle en personne, imaginant leur visage fier, peut-être même une reconnaissance de mon chemin parcouru malgré les défis. C'est une décision que je regretterai bientôt. Je suis arrivé chez mes parents le samedi soir, portant une bouteille de champagne et 3 sacs à emporter de leur steakhouse préféré. L'odeur familière de la peau pourrie de ma mère mêlée à l'odeur de moisi du vieux tapis m'a frappé en franchissant la porte. La maison ressemblait à toujours, peut-être un peu plus usée sur les bords. Les meubles montraient leur âge, la peinture légèrement jaunie. « Regarde qui s'est enfin souvenu d'où il vient », lança mon père depuis son fauteuil inclinable, sans prendre la peine de se lever. Il regardait un match de baseball, une bière posée sur la coudoir. Ma mère émergea de la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon. « Harley, quelle surprise. Et tu as apporté à manger ?» Ses yeux s'illuminèrent à la vue des sacs. « Amanda, ton frère est là avec le dîner. » Amanda apparut d'en haut, ses cheveux enveloppés dans une serviette. À 32 ans, elle vivait toujours à la maison, travaillant à temps partiel dans une boutique au centre-ville, tandis que mes parents couvraient la plupart de ses dépenses. Elle esquissa un sourire en voyant la nourriture. « Un steakhouse chic. »« Quelle est l'occasion ?» demanda-t-elle, regardant dans les sacs. J'ai aidé ma mère à mettre la table tout en expliquant que j'avais une nouvelle à partager. Une fois que nous étions tous assis avec des assiettes de filets mignons et de pommes de terre au four chargé, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai fait mon annonce. J'ai un nouveau travail, commençai-je, essayant de garder ma voix décontractée malgré mon excitation. Un poste d'architecte cloud principal chez Horizon Technologies. Jamais entendu parler d'eux, dit mon père, entre deux bouchées. Il paie mieux que ton endroit actuel. C'était le moment que j'attendais. Oui, considérablement mieux. Le salaire de base est de 400 000 $ par an. La réaction fut immédiate. La fourchette de ma mère s'écrasa contre son assiette.
Les yeux d'Amanda s'agrandirent en cercle parfait. Mon père arrêta de mâcher en plein milieu, puis reprit lentement son expression, calculant. 400 000 $, répéta ma mère, la voix basse comme si le dire trop fort pouvait le faire disparaître. Oh, Harley, c'est merveilleux. Mon petit frère est riche. S'exclama Amanda, se penchant pour me frapper le bras en jouant. J'ai toujours su que tout ce truc d'ordinateur finirait par payer un jour. Mon père resta silencieux, mais je pouvais voir les rouages tourner derrière ses yeux. Il prit une longue gorgée de sa bière, la posa délibérément, puis me fixa. Quand commences-tu ? Demanda-t-il. Lundi dans 3 semaines, répondis-je. Je dois d'abord terminer mon emploi actuel. Et quand arrive le premier chèque ? La question me parut étrange, mais je répondis quand même. Il paie toutes les 2 semaines, donc probablement dans environ 5 semaines. Il hocha lentement la tête comme pour confirmer quelque chose à lui-même. La conversation passa à d'autres sujets. Ma mère posant des questions sur l'emplacement du bureau. Amanda se demandant si j'allais acheter une nouvelle voiture. La tension initiale que j'avais ressentie commença à s'estomper. Peut-être que ce serait le tournant positif dans notre relation que j'avais espéré. Après le dîner, alors que nous nous déplacions vers le salon avec des tranches du cheesecake que j'avais apporté pour le dessert, mon père s'éclaircit la gorge bruyamment, un son que je reconnaissais depuis l'enfance comme son préambule à une annonce importante. Ta mère et moi avons discuté, commença-t-il, bien que ce fût clairement une nouvelle pour ma mère, dont l'expression montrait de la confusion quant à notre retraite et à l'avenir d'Amanda. Je hochai la tête, attendant qu'il continue, un nœud commençant à se former dans mon estomac. Nous t'avons soutenu toute ta vie, dit-il, utilisant la même phrase qu'il déployait toujours avant de demander de l'argent. Nous avons mis un toit au-dessus de ta tête, mis de la nourriture dans ta bouche, des vêtements sur ton dos. Maintenant, tu as finalement réussi grâce aux fondations que nous avons fournies. J'apprécie tout ce que vous avez fait, dis-je prudemment, sentant déjà où cela allait mener. Bien, car maintenant il est temps pour toi de montrer cette appréciation d'une manière significative. Il se pencha en avant, les coudes sur les genoux. Avec ton nouveau salaire, nous avons déterminé ce qui serait juste pour tout le monde. Amanda hocha la tête, soudainement très intéressée par la conversation. Ma mère baissa les yeux sur ses mains. 50% pour nous, déclara mon père sans embâche. 30% pour ta sœur. Sans excuse. La pièce devint silencieuse. Je le regardais, attendant la chute de ce qui devait sûrement être une blague. Mais son expression resta sérieuse, voire attendante. Vous voulez 80% de mon salaire, réussis-je finalement à demander, ma voix à peine audible. Nous t'avons élevé, répondit-il, comme si cela expliquait tout. Et maintenant, nous devons sécuriser notre retraite. La maison a besoin de travaux. Ta mère mérite d'arrêter de travailler dans ce cabinet dentaire, et je veux enfin profiter de la vie après des décennies à soutenir cette famille. Et j'ai besoin de rembourser mes prêts étudiants, intervint Amanda. De plus, je veux ouvrir ma propre boutique un jour. Tu sais, j'en ai toujours rêvé. Je regardai ma mère, espérant un signe qu'elle trouvait cela aussi scandaleux que moi, mais elle se contenta d'un petit haussement d'épaule. Ton père y a réfléchi, dit-elle doucement. Après tout, nous sommes une famille. Mon esprit tournait à toute vitesse, faisant des calculs rapides. Il voulait 320 000 $ de mon salaire de 400 000 $. Cela me laisserait 80 000 $, ce qui était en fait moins que ce que je gagnais actuellement. Cela me laisserait moins que ce que je gagne maintenant, fis-je remarquer. Mais tu auras des augmentations et des primes, répliqua mon père. Et tu as toujours été bon pour vivre de manière frugale. D'ailleurs, pourquoi as-tu besoin de tout cet argent ? Tu es célibataire, pas d'enfant. Nous avons de vrais besoins. La conversation se transforma rapidement en une dispute alors que j'essayais d'expliquer que si j'étais heureux de les aider, leur demander 80% de mon revenu n'était tout simplement pas raisonnable. Le ton de mon père devint de plus en plus irrité. Après tout ce que nous avons sacrifié pour toi, dit-il, sa voix montant. Toutes les nuits où ta mère est restée éveillée pour t'aider avec tes devoirs, tous les repas que nous avons mis sur la table, tous les conseils que nous avons fournis, et c'est ainsi que tu nous rembourses avec égoïsme ? Amanda se joignit à lui, énumérant toutes les fois où elle m'avait soutenu émotionnellement au fil des ans, comme si cela justifiait une allocation annuelle de 120 000 $. Plus je résistais, plus leur pression s'intensifiait. J'ai aussi des factures à payer, essayai-je d'expliquer.
Et je veux acheter une maison, investir pour mon propre avenir. Ton avenir, marmonna mon père. Qu'en est-il de notre avenir? Qu'en est-il de tout ce que nous avons abandonné pour que tu aies des opportunités? La dispute atteignit son paroxysme lorsque mon père se leva, me dominant comme il le faisait quand j'étais enfant. Ce n'est pas une demande, Harley. C'est ce que tu nous dois. Nous sommes ta famille. Si tu tournes le dos à ta famille, tu n'as rien. Son expression se durcit. Alors, qu'est-ce que ce sera? Es-tu avec ta famille ou es-tu un de ces enfants ingrats qui abandonnent les gens qui lui ont donné la vie une fois qu'il a de l'argent? Je regardais autour de moi les 3 visages impatients, chacun avec sa propre version de droit, et je vis soudain avec une clarté parfaite à quoi ressemblerait le reste de ma vie si j'acceptais leurs exigences. Cela ne finirait jamais. Les pourcentages pourraient changer, mais l'attente que mes revenus leur appartiennent plus qu'à moi resterait constante. J'ai besoin d'air, dis-je, me levant et sortant par la porte d'entrée sans attendre de réponse. Derrière moi, j'entendis mon père crier, « Réfléchis bien à ton prochain coup, mon fils. La famille, c'est pour toujours, mais les conséquences de nous tourner le dos le sont aussi. » L'air frais du soir me frappa le visage alors que je marchais vers ma voiture, les mains tremblant légèrement en cherchant mes clés. Je ne suis pas sorti du chemin immédiatement, je me suis contenté de m'asseoir au volant, essayant de traiter ce qui venait de se passer. Le champagne que j'avais apporté pour célébrer mon exploit semblait maintenant une cruelle blague. J'ai roulé sans but dans le quartier où j'ai grandi, devant l'école primaire avec son équipement de jeux délavé, devant le magasin du coin où j'achetais des bonbons à 1 centime quand j'étais enfant, devant le parc où j'avais passé d'innombrables heures seul, quand la tension à la maison devenait trop forte. Chaque repère familier semblait porter le poids des souvenirs. La plupart d'entre eux teintaient des mêmes dynamiques que je venais de vivre au dîner. Mon téléphone a vibré à plusieurs reprises avec des SMS d'Amanda et de ma mère, mais je les ai ignorés. J'avais besoin d'espace pour réfléchir, pour comprendre mes propres sentiments sans leur voix dans ma tête. Après environ 1 heure de tournée en rond, je me suis garé sur le parking d'un dîner ouvert 24h24 qui avait été un refuge pendant mon lycée. La même enseigne au néon clignotait au-dessus de l'entrée, promettant confort, nourriture et anonymat. Me glissant dans une banquette, j'ai commandé un café et j'ai essayé de trier le tumulte des émotions. La colère, certainement, la déception, la blessure. Mais sous ces réactions immédiates se cachait quelque chose de plus profond. Une profonde tristesse en reconnaissant que la famille que j'avais toujours espérée, celle qui serait fière de mes réalisations et heureuse de mon succès, n'existait pas. Je me suis souvenu de mon 16e anniversaire quand j'avais économisé pendant des mois pour acheter des pièces afin de construire mon premier ordinateur. Mon père avait découvert les composants cachés dans mon placard et m'avait accusé de gaspiller de l'argent en jouets alors que la famille avait besoin de nouveaux pneus pour la voiture. Il m'avait fait tout retourner et me rendre l'argent du remboursement. L'ordinateur qui aurait pu être le début de mon portfolio de travaux fut sacrifié pour des pneus sur une voiture que je n'étais presque jamais autorisé à conduire. Ensuite, il y eut ma remise de diplôme du lycée lorsque j'ai reçu un prix d'excellence académique et une bourse. Pendant que les parents des autres étudiants prenaient des photos et planifiaient des dîners de célébration, mon père avait simplement demandé, « Cette bourse couvrira-t-elle tous les frais ou devrons-nous payer quelque chose ?» L'accomplissement lui-même ne signifiait rien, seulement ses implications financières pour lui. Alors que ces souvenirs affluaient, j'ai réalisé que ce schéma avait été constant tout au long de ma vie. Mes réalisations étaient valorisées non pas pour ce qu'elles représentaient sur ma croissance ou mon caractère, mais uniquement pour la façon dont elles pouvaient bénéficier financièrement à mes parents et à ma sœur. Je n'avais jamais été vu comme un individu avec mes propres rêves et besoins, seulement comme une ressource à exploiter. Vers minuit, j'ai finalement appelé Michael. Malgré l'heure tardive, il a répondu à la 2e sonnerie. « Qu'est-ce qu'il y a ? Tout va bien ?» Sa voix était alerte, inquiète. J'ai expliqué ce qui s'était passé au dîner, mes mots se déversant en cascade. Quand je suis arrivé à la partie où mon père exigeait 80% de mon salaire, Michael a laissé échapper un faible sifflement. « Ce n'est pas la famille qui se soutient, dit-il fermement. Harley, c'est de l'exploitation. Aucun parent raisonnable ne demande ce genre d'arrangement. Mais ils m'ont élevé, dis-je, répétant la justification de mon père malgré moi. Ne leur dois-je pas quelque chose pour cela? Les parents choisissent d'avoir des enfants, et les élever est la responsabilité de base qui accompagne ce choix, répondit Michael. Soutenir ses parents dans leur vieillesse, c'est une chose. Devenir leur vache à lait, c'en est une autre. Nous avons parlé pendant près d'1 heure.
Michael m'a aidé à voir la situation de l'extérieur du brouillard des dynamiques familiales. Il a partagé des histoires de ses propres parents qui avaient célébré ses succès professionnels et refusé son aide financière même lorsqu'il en offrait, insistant pour qu'il épargne d'abord pour son propre avenir. Ce qu'il te demande n'est pas normal, a-t-il souligné. Ce ne sont pas des parents aimants qui font ça. Après avoir raccroché, je suis rentré dans mon appartement, mais le sommeil me fuyait. Je me suis assis à mon ordinateur, recherchant l'abus financier familial et j'ai trouvé article après article décrivant des dynamiques qui semblaient étrangement familières. Des enfants adultes culpabilisés pour soutenir des parents aptes au travail, l'arme de l'obligation familiale, l'utilisation de la manipulation émotionnelle pour obtenir un soutien financier. J'ai commencé à calculer à quoi ressemblerait ma vie si je cédais à leurs exigences. Après impôts, mon salaire de $400 000 naîtrait environ $270 000. Donner 80% de cela à ma famille me laisserait $54 000 par an, considérablement moins que ce que je gagnais actuellement. Je travaillerais dans un emploi exigeant et stressant tout en vivant avec moins de liberté financière qu'actuellement. L'acompte pour une maison resterait un rêve lointain. Les économies de retraite seraient minimes. Et pourquoi? Pour que mon père puisse prendre sa retraite anticipée, pour qu'Amanda puisse réaliser ses rêves de boutique sans avoir à économiser ou à obtenir un prêt commercial comme tout le monde? J'ai pensé à toutes les fois où j'avais essayé d'établir des limites raisonnables autour de l'argent. Le moment où j'avais proposé de payer pour un conseiller financier pour aider mes parents à budgétiser leurs revenus, pour être accusé d'essayer de les contrôler. Le moment où j'avais suggéré à Amanda de rechercher des programmes de remise de prêts étudiants, pour qu'on me dise que j'étais avare. Chaque tentative d'aider de manière durable avait été rejetée au profit de transferts de fonds directs qui disparaissaient dans le trou noir des finances de ma famille. Au lever du soleil, j'ai atteint un moment de clarté. Ce schéma ne finirait jamais à moins que je ne le termine. Aucune somme d'argent ne serait jamais suffisante. Aucune réussite ne serait jamais célébrée en soi. Les poteaux de but bougeraient toujours, les exigences augmenteraient toujours, et j'essayerais à jamais d'acheter l'approbation et l'amour qui auraient dû être donnés librement. J'ai réalisé que me défendre n'était pas égoïste, comme mon père l'avait toujours affirmé lorsque je résistais à ses exigences. C'était nécessaire pour ma propre survie et mon bien-être. Et peut-être dans un lointain avenir, cela pourrait même être le catalyseur d'une relation plus saine avec ma famille, bien que je ne sois pas assez naïf pour compter sur ce résultat. Avec cette clarté vint un plan. Ce ne serait pas facile et cela ne serait certainement pas sans coût émotionnel. Mais pour la première fois de ma vie, je me choisissais moi, mon avenir, et mon droit de profiter des fruits de mon propre travail. La décision semblait à la fois terrifiante et libératrice. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un but que je n'avais pas ressenti depuis des années. Le chemin à parcourir était clair, bien que difficile. Je devais rompre les liens financiers qui m'avaient maintenu lié à des dynamiques familiales malsaines pendant si longtemps. Cela nécessiterait une planification minutieuse et une exécution rapide avant que ma détermination ne soit affaiblie par la culpabilité ou la manipulation. Mon premier arrêt fut une nouvelle banque de l'autre côté de la ville où j'ai ouvert des comptes courants et d'épargne. J'ai fourni ma nouvelle adresse de travail au lieu de mon adresse personnelle pour toute correspondance. Ensuite, j'ai contacté ma banque actuelle et j'ai organisé la clôture de mes comptes une fois que tous les chèques en cours et les paiements automatiques auraient été débités, avec des instructions pour transférer le solde restant vers mes nouveaux comptes. Dans un magasin de téléphone local, j'ai acheté un nouveau téléphone portable avec un nouveau numéro, qui deviendrait mon contact principal après avoir exécuté mon plan. Je garderai mon ancien téléphone actif temporairement pour éviter de susciter des soupçons, mais je l'éliminerai éventuellement. De retour dans mon appartement, j'ai créé un inventaire détaillé de mes possessions, identifiant ce qui était vraiment important pour moi par rapport à ce qui pouvait être remplacé. J'avais toujours vécu de manière assez minimaliste, une habitude issue d'années d'insécurité financière qui jouait maintenant en ma faveur. Mes biens les plus précieux étaient mon équipement informatique, des documents importants et quelques objets sentimentaux de mes grands-parents décédés il y a des années. En ligne, j'ai recherché des appartements dans un quartier plus proche de mon nouveau travail. Vers midi, j'avais programmé 3 visites pour cet après-midi-là. Le deuxième bien que j'ai visité était parfait. Un appartement d'une chambre avec un coin bureau à domicile dans un immeuble sécurisé avec parking souterrain. L'agent de location, impressionné par ma lettre d'offre d'emploi et mon excellent score de crédit, a approuvé ma candidature sur le champ. J'ai signé un bail de 12 mois et payé la caution plus le premier mois de loyer de mes économies. Vint ensuite l'étape la plus fastidieuse mais nécessaire, le traitement des diverses factures que je payais pour ma famille.
Au fil des ans, j'étais devenu responsable du forfait familial de leur téléphone portable, de leur service Internet, de divers abonnements de streaming, et même d'effectuer des paiements occasionnels sur les prêts étudiants de ma sœur lorsqu'elle prétendait manquer d'argent. Un par un, j'ai contacté chaque entreprise. Je voudrais me retirer de ce compte, ai-je dit aux représentants de la compagnie de téléphone portable. Les autres lignes devraient rester actives, mais je ne serai plus financièrement responsable après le cycle de facturation actuel. Des conversations similaires ont suivi avec le fournisseur d'Internet, les services de streaming et d'autres services publics. Pour les services qui nécessitaient un préavis, j'ai programmé les changements pour qu'ils prennent effet à la fin de la période de facturation en cours. Pour les prêts étudiants d'Amanda, j'ai simplement retiré mon compte bancaire du système de paiement automatique. Vers la fin de l'après-midi, j'avais loué un petit camion de déménagement pour le lendemain et acheté des fournitures d'emballage. De retour dans mon appartement, j'ai commencé à emballer méthodiquement ma vie. Vêtements, livres, articles de cuisine, électronique, tout soigneusement emballé et étiqueté. L'efficacité de mon emballage reflétait la clarté de ma décision. Chaque boîte scellée était un pas de plus vers l'indépendance. Ce soir-là, j'ai repris la route vers ma maison d'enfance pour la dernière fois. J'avais délibérément choisi une heure où je savais que ma famille serait dehors. Mon père a sa partie de poker hebdomadaire, ma mère a son club de lecture, et Amanda généralement sortie avec des amis le vendredi soir. Utilisant ma clé, j'ai pénétré dans la maison silencieuse et me suis dirigé vers ma vieille chambre, qui avait été partiellement convertie en espace de rangement après mon départ, mais contenait encore des boîtes de mes effets personnels d'enfance. La pièce semblait plus petite que je ne m'en souvenais, les posters délavés sur les murs, vestiges de rêves et d'intérêts plus anciens. Je me suis assise sur le bord du lit simple qui restait contre un mur, passant ma main sur la courte pointe usée que ma grand-mère avait faite. Pendant un moment, la nostalgie menaça d'affaiblir ma résolution, les souvenirs de rares moments heureux se mêlant aux plus fréquents et difficiles. Je me suis rappelé que je ne n'effaçais pas mon passé ni ma famille de ma vie complètement. Je mettais simplement en place des limites qui auraient dû exister depuis le début. Avec une détermination renouvelée, j'ai rempli 2 boîtes avec les articles qui comptaient, photographies, prises académiques, quelques cadeaux qui avaient été réellement attentionnés, une petite collection de livres qui avaient façonné ma pensée. Avant de partir, je me suis assise au petit bureau et j'ai écrit une lettre expliquant ma décision. Les mots sont venus plus facilement que je ne m'y attendais. Des années de sentiments inexprimés trouvant leur chemin sur la page. Cher papa, maman et Amanda, lorsque vous lirez ceci, j'aurai déménagé dans un nouvel appartement et changé mes coordonnées. Cette décision fait suite à une longue réflexion sur notre relation, en particulier en ce qui concerne les finances. La demande que je vous remette 80% de mon salaire est la preuve ultime que vous me voyez non pas comme un fils et un frère, mais comme une source de revenus. Ce n'est pas une dynamique saine pour aucun de nous. J'ai retiré mes responsabilités de toutes les factures familiales que j'ai payées. Ces responsabilités financières vous incombent maintenant, comme elles auraient dû le faire depuis le début. Je ne fais pas cela par dépit, mais par nécessité d'établir des limites qui auraient dû exister il y a longtemps. J'ai besoin de temps et d'espace pour réévaluer notre relation. Tout contact futur devra être basé sur le respect mutuel plutôt que sur des attentes financières. Harley. J'ai scellé la lettre dans une enveloppe et l'ai placée sur le comptoir de la cuisine où elle serait facilement trouvée. En regardant la maison une dernière fois, j'ai ressenti un mélange complexe de tristesse et de libération. Puis j'ai franchi la porte, la fermant derrière moi. Le lendemain matin, avec l'aide de 2 déménageurs que j'avais engagés pour quelques heures, j'ai chargé tout ce qui se trouvait dans mon appartement dans le camion. Vers midi, j'étais en train de décharger dans mon nouvel endroit. L'ensemble du processus a été effectué avec une précision militaire. Une rupture nette d'un chapitre de ma vie vers le suivant. Cette première nuit dans mon nouvel appartement, assise sur mon canapé, entouré de cartons, j'ai ressenti des émotions contradictoires. Il y avait de la culpabilité, certainement, des années de conditionnement me faisant me demander si j'avais fait quelque chose de terrible. Il y avait de l'anxiété quant aux retombées inévitables lorsque ma famille découvrirait ma lettre. Mais dominant cela, il y avait un sentiment de légèreté inhabituelle, comme si un poids que j'avais porté si longtemps avait finalement été soulevé de mes épaules. Pour la première fois de ma vie d'adulte, mes ressources financières étaient véritablement miennes. Mon avenir m'appartenait à moi seul. La route à venir ne serait pas facile, mais elle était enfin la mienne pour la parcourir comme je le choisissais. L'explosion est venue plus tôt que je ne l'avais anticipé. Le lendemain matin, à 8h30,
mon ancien téléphone a explosé de notifications, un déluge de SMS et de messages vocaux de ma famille. Je m'attendais à de la colère, mais le volume et l'intensité brute m'ont quand même pris par surprise. Les messages vocaux de mon père sont passés de la confusion à la rage en l'espace de 3 messages. Harley, où es-tu? Ta mère a trouvé ta lettre. Appelle-nous immédiatement pour que nous puissions discuter de ce malentendu. Puis, je n'arrive pas à croire que tu nous fasses ce coup. Après tout ce que nous avons fait pour toi, c'est comme ça que tu nous rembourses, en t'enfuyant comme un enfant. Et enfin, écoute-moi, mon fils. Tu as un jour pour te ressaisir et t'excuser auprès de ta mère. Elle pleure à chaudes larmes à cause de ton égoïsme. Un jour, où tu le regretteras. Les messages d'Amanda n'étaient pas moins virulents, bien que son approche reposât davantage sur la culpabilité que sur les menaces. Comment as-tu pu nous faire ça? Maman est dévastée. Papa est furieux. Et qu'en est-il de moi? Je comptais sur ton aide pour ma boutique. Mon rêve ne vaut rien pour toi? Je suppose que tu as toujours été égoïste, mais c'est un nouveau niveau bas. Les messages de ma mère étaient les plus difficiles à entendre, sa voix douce et tremblante. Harley, mon chéri, appelle-moi s'il te plaît. Juste moi, pas ton père. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Nous sommes une famille. Nous sommes censés nous aider. Reviens à la maison pour que nous puissions parler. J'ai écouté chaque message, me permettant de ressentir la douleur et la culpabilité qu'ils étaient censés déclencher. Mais je n'ai pas rappelé. Au lieu de cela, j'ai envoyé un seul SMS à tous les 3 depuis mon ancien téléphone. J'ai besoin d'espace et de temps. Ma décision est maintenue. Veuillez respecter mes limites. Ensuite, j'ai fait taire le téléphone et je me suis concentré sur mon installation dans mon nouvel appartement et sur la préparation de mon nouveau travail. Je m'étais donné une semaine entre les emplois pour m'organiser et me décompresser, un temps qui s'avéra essentiel pour gérer la crise familiale que j'avais déclenchée. Les messages ont continué tout au long de la journée, alternant entre colère, marchandage et manipulation émotionnelle. Le soir, ils avaient pris une tournure plus sombre avec mon père menaçant de venir à mon lieu de travail pour régler les choses en personne. C'était assez préoccupant pour que je sauvegarde le message vocal comme preuve, au cas où. Le lendemain matin, ma vieille boîte de réception de mai contenait des messages de membres de ma famille élargie, d'oncles, de tantes et de cousins. Je parlais rarement à tous, exprimant leur choc face à mon abandon de mes parents et de ma sœur. Il était clair que mon père avait passé des appels pour recruter des alliés dans sa campagne pour me remettre au pas. Certains messages sympathisaient avec lui, citant ses sacrifices en tant que parent. D'autres étaient plus mesurés, suggérant une thérapie familiale ou une médiation. Le frère de mon père, l'oncle Steve, qui avait toujours été un peu un outsider dans la famille, a envoyé un message différent. Harley, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais connaissant mon frère, je peux deviner. Appelle-moi si tu as besoin de quelqu'un pour parler qui comprend les dynamiques familiales. Parfois, la distance est nécessaire pour la santé. Prends soin de toi. Ce petit geste de soutien signifiait plus que je ne pouvais l'exprimer, un rappel que tout le monde ne considérait pas les obligations familiales à travers le même prisme déformé que mes parents. 3 jours après mon départ, la situation s'est dramatiquement aggravée. J'étais dans un café près de mon nouvel appartement en train de travailler sur des supports de préparation pour mon nouveau travail quand mon téléphone s'est allumé avec un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Normalement, j'aurais laissé tomber en messagerie vocale, mais quelque chose m'a poussé à répondre. « Est-ce Harley ?» demanda une voix féminine. C'est Diane des ressources humaines chez Horizon Technologies. Il y a une situation dans notre hall dont je pense que vous devriez être au courant. Mon estomac s'est noué alors qu'elle expliquait que 3 personnes prétendant être ma famille demandaient à me parler, devenant de plus en plus bruyantes et perturbatrices lorsqu'on leur disait que je ne commençais le travail que la semaine prochaine et que je n'étais pas dans le bâtiment. Ils insistent pour laisser un message à quelqu'un de votre département, continua-t-elle. La sécurité s'en occupe, mais je pensais que vous devriez être au courant. Je les remerciai, et terminé l'appel et me suis assis dans une incrédulité choquée. Ils avaient retrouvé mon nouvel employeur et s'étaient présentés en personne, potentiellement endommageant ma réputation professionnelle avant même que j'aie commencé. La violation de limites était stupéfiante. Ce soir-là, j'ai reçu un email du directeur des RH d'Horizon exprimant son inquiétude au sujet de l'incident et demandant une réunion avant ma date de début pour discuter de la situation et s'assurer qu'elle n'affecte pas votre environnement de travail. Le ton professionnel ne pouvait masquer le message sous-jacent.
Mes problèmes familiaux menaçaient maintenant mon opportunité de carrière. Le stress commença à affecter mon sommeil et ma concentration. Je me suis retrouvé à sursauter aux sons inattendus, m'attendant à trouver ma famille à ma porte. L'immeuble avait une entrée sécurisée, et je ne leur avais pas donné mon nouvelle adresse, mais leur apparition sur mon lieu de travail démontrait une détermination que j'avais sous-estimée. Après une semaine de harcèlement croissant, y compris mon père obtenant d'une manière ou d'une autre mon nouveau numéro de téléphone et laissant des messages de plus en plus menaçants, j'ai réalisé que j'avais besoin d'aide professionnelle. J'ai programmé une consultation avec un avocat spécialisé dans les cas de harcèlement. L'avocate, une femme directe nommée Janet Reeves, a écouté attentivement mon récit, examinant les messages vocaux, les SMS et la documentation par email que j'avais conservée. Ce que votre famille fait constitue du harcèlement, a-t-elle confirmé. L'apparition sur votre lieu de travail est particulièrement préoccupante car elle dépasse la ligne du conflit personnel pour affecter potentiellement votre vie professionnelle. Elle a esquissé mes options, qui comprenaient une lettre de mise en demeure formelle comme première étape, suivie d'une ordonnance de protection si le harcèlement continuait. L'idée d'intenter une action en justice contre ma propre famille semblait extrême, mais je manquais d'alternative. Pensez de cette façon, dit Janet, notant mon hésitation. Si ce n'était pas vos membres de la famille, mais d'anciens associés commerciaux ou connaissances se comportant ainsi, hésiteriez-vous à vous protéger? Elle avait un argument. J'ai autorisé la rédaction d'une lettre de mise en demeure, précisant que tout contact ultérieur sur mon lieu de travail entraînerait une action en justice. La lettre fut livrée chez mes parents le lendemain. La réponse fut immédiate et prévisible, une nouvelle vague de messages m'accusant de trahison, de choisir des étrangers légaux plutôt que des liens du sang, de briser le cœur de ma mère. Mais surtout, il n'y eut plus d'apparition sur mon lieu de travail, suggérant que la lettre avait eu au moins un certain impact. Pendant ce temps, j'ai appris par un ancien voisin que la situation financière de ma famille s'était effectivement détériorée rapidement après mon départ. Internet avait été coupé pour non-paiement. La voiture de mon père avait été saisie. Amanda avait été obligée de prendre des quarts supplémentaires à la boutique pour aider aux dépenses. Une partie de moi se sentait coupable de savoir qu'il luttait. Une autre partie reconnaissait que c'était simplement la réalité de vivre selon ses moyens réels, quelque chose qu'ils avaient évité pendant des années en m'utilisant comme filet de sécurité financier. Leurs problèmes financiers ne sont pas de votre fait, me rappela Michael lors d'un de nos contrôles réguliers. Vous n'avez pas causé leur situation en vous en retirant. Vous avez simplement cessé d'empêcher les conséquences naturelles de leur choix. C'était une perspective que j'avais besoin d'entendre à plusieurs reprises alors que je travaillais à déprogrammer des années de conditionnement qui m'avaient appris que leurs problèmes étaient automatiquement ma responsabilité. Alors que ma date de début chez Horizon approchait, j'ai rencontré le directeur des RH pour aborder la situation familiale de manière professionnelle. J'ai expliqué que je gérais une affaire personnelle qui avait brièvement débordé dans le domaine professionnel, l'assurant que des mesures avaient été prises pour empêcher toute récidive et exprimant mon engagement à ne pas laisser les problèmes personnels affecter mon travail. Elle fut compréhensive mais directe. Horizon valorise l'équilibre travail-vie personnelle, mais nous attendons également de nos membres d'équipe qu'ils s'assurent que les questions personnelles ne perturbent pas le lieu de travail. J'apprécie votre transparence et les mesures que vous avez prises. Je suis sorti de la réunion avec mon emploi intact, mais avec une claire compréhension que je commençais sous une surveillance accrue. Les actions de ma famille avaient créé un autre obstacle à surmonter, cette fois dans ma vie professionnelle. Les premiers mois après avoir rompu les liens avec ma famille furent parmi les plus difficiles de ma vie. Malgré la logique claire de ma décision, des années de programmation émotionnelle ne disparurent pas du jour au lendemain. Je luttais contre des vagues de culpabilité, des moments de doute et la question persistante de savoir si j'avais fait quelque chose d'impardonnable en donnant la priorité à mon propre bien-être. 2 semaines après mon nouveau travail chez Horizon, j'ai reconnu que j'avais besoin d'aide professionnelle pour gérer ces émotions. Par le biais de l'assurance santé de mon entreprise, j'ai trouvé le Dr Karen Chen, une thérapeute spécialisée dans les traumatismes familiaux et la fixation de limites. Notre première séance fut révélatrice. Ce que vous vivez est une réponse normale à la rupture de schémas profondément ancrés, expliqua-t-elle après que j'ai raconté mon histoire. La culpabilité, le second jugement, même les symptômes physiques comme les troubles du sommeil, tout cela est courant lorsque quelqu'un s'éloigne d'un système familial dysfonctionnel. Au cours des semaines suivantes, nos séances m'ont aidé à comprendre les dynamiques qui avaient façonné ma relation avec ma famille. J'ai appris des concepts comme l'abus financier, le chantage émotionnel et la parentification des enfants. Surtout, j'ai commencé à reconnaître que ma valeur n'était pas liée à ce que je pouvais fournir aux autres.
Les relations familiales saines sont réciproques, a souligné Dr. Chen. Le soutien circule dans plusieurs directions en fonction des besoins et des capacités, et non comme une obligation à sens unique. Alors que je gagnais en clarté émotionnelle, j'ai également pris des mesures pratiques pour sécuriser mon avenir. Avec les conseils d'un conseiller financier, j'ai élaboré un plan complet pour mon nouveau revenu. J'ai maximisé mes cotisations de retraite, constitué un fonds d'urgence et commencé à économiser pour un acompte sur un condo. Pour la première fois, je planifiais mon avenir financier en fonction de mes propres objectifs et valeurs, et non en anticipation de la prochaine crise familiale. Le harcèlement de ma famille a progressivement diminué, bien qu'il n'ait jamais complètement cessé. La lettre de mise en demeure avait établi des conséquences qu'ils semblaient peu disposés à tester, bien que des messages occasionnels arrivaient toujours par de nouveaux numéros de téléphone ou adresses e-mail, généralement autour des fêtes ou des anniversaires familiaux. 3 mois après avoir commencé chez Horizon, je me sentais suffisamment en sécurité dans mon poste pour aborder la question de ma famille d'un point de vue de force plutôt que de réaction. Après avoir consulté Dr. Chen, j'ai rédigé une lettre décrivant les termes selon lesquels j'envisagerais de fournir un soutien financier limité. Mon offre était structurée et conditionnelle. Une contribution mensuelle de $2000, versée non pas directement à mes parents, mais à un conseiller financier qui les aiderait à créer et à respecter un budget. Le soutien ne continuerait que s'il assistait à des séances de conseil financier et démontrait des progrès vers l'autosuffisance. Pour Amanda, j'ai proposé de payer pour des cours de planification d'entreprise si elle était sérieuse quant à l'ouverture d'une boutique, mais pas pour financer l'entreprise elle-même. La lettre concluait avec des limites claires, aucun contact non programmé, aucune discussion d'argent en dehors de l'accord établi, et aucun commentaire désobligeant ou manipulation émotionnelle. Toute violation entraînerait la résiliation immédiate du soutien. J'ai envoyé la lettre par l'intermédiaire de mon avocat, maintenant le tampon professionnel que j'avais établi. La réponse a mis près de 2 semaines à arriver, suggérant de longues discussions familiales. L'écriture de mon père était immédiatement reconnaissable sur l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait un rejet catégorique de mes termes. Nous n'avons pas besoin de votre charité à condition. Soit vous aidez votre famille correctement, soit pas du tout. Bien que décevant, la réponse n'était pas surprenante. L'offre n'avait jamais été principalement une question d'argent, mais plutôt d'établir un cadre pour une relation plus saine. Leur rejet confirma ce que je suspectais. Le soutien financier avait été moins important pour eux que le contrôle qu'ils représentaient. Ils ont eu l'opportunité de choisir un chemin différent, me rappela Dr. Chen lors de notre prochaine séance. C'est leur choix, pas ton échec. Les mois passant, je me suis installé dans mon nouveau rôle chez Horizon, construisant progressivement une réputation pour des solutions innovantes et une livraison fiable. Le travail était stimulant mais épanouissant, me poussant à grandir professionnellement tout en fournissant la sécurité financière à laquelle j'aspirais depuis si longtemps. Ma vie personnelle commença également à s'étendre. Libéré de l'épuisement constant des crises familiales, j'ai eu l'énergie d'investir dans des amitiés et des activités. J'ai rejoint un groupe de rencontres technologiques locales, j'ai commencé l'escalade dans une salle de sport intérieure, et j'ai même suivi des cours de cuisine, découvrant des intérêts que je n'avais jamais eu le temps d'explorer. Par l'intermédiaire de la salle d'escalade, j'ai rencontré Sophia, une ingénieure logicielle avec un esprit vif et une franchise rafraîchissante. Notre relation s'est développée lentement, commençant comme partenaire d'escalade et évoluant vers quelque chose de plus profond. Lorsque j'ai finalement partagé ma situation familiale avec elle, sa réponse fut encourageante sans être jugeante. Les familles sont compliquées, dit-elle simplement. Tu as fait ce que tu avais à faire pour ta propre santé. Sophia venait d'une famille soudée avec des limites saines, une dynamique si différente de ma propre expérience qu'elle semblait presque étrangère. La première fois que j'ai rencontré ses parents, j'ai été frappé par la façon dont ils célébraient ses accomplissements sans s'en attribuer le mérite. Comment ils offraient de l'aide sans créer d'obligation, comment ils la traitaient comme une adulte avec sa propre vie plutôt qu'une extension d'eux-mêmes. Est-ce que les familles normales sont comme ça ? Ai-je demandé à Michael après cette première rencontre. Plus ou moins, confirma-t-il. Pas parfaite, mais fondamentalement soutenante plutôt qu'extractive. 6 mois après mon arrangement avec ma famille, j'ai reçu un email inattendu de ma mère, envoyé depuis une nouvelle adresse que je ne reconnaissais pas. Contrairement aux communications précédentes, celui-ci ne contenait aucun message culpabilisant ni aucune demande, juste une simple requête pour se rencontrer autour d'un café, juste nous deux. Après en avoir discuté avec Dr. Chen, j'ai accepté une brève rencontre dans un lieu public. Ma mère avait l'air plus âgée que je ne m'en souvenais,
plus fatiguée, les rides autour de ses yeux plus profondes. Nous nous sommes assises face à face maladroitement, des années de sentiments inexprimés créant une barrière entre nous. Ton père ne sait pas que je suis ici, dit-elle après que nous ayons échangé des banalités tendues. Les choses ont été difficiles depuis que tu es parti, expliqua-t-elle, disant qu'ils avaient été forcés de réduire leur taille, déménageant de la maison familiale dans un appartement plus petit. Mon père avait pris des cars supplémentaires au concessionnaire. Amanda avait emménagé avec une amie pour économiser sur le loyer. Je ne te dis pas ça pour te faire te sentir mal, ajouta-t-elle rapidement. Juste pour que tu saches ce qui s'est passé. Pour la première fois dans notre relation, ma mère semblait parler en son nom propre, pas comme une extension de mon père. Nous avons parlé pendant près d'1 heure, évitant complètement le sujet de l'argent, partageant plutôt de petites mises à jour sur nos vies. Avant de nous séparer, elle m'a brièvement serré dans ses bras. Je suis fière de toi, murmura-t-elle. J'aurais dû le dire plus souvent. Cette rencontre devint la première étape timide vers un nouveau type de relation avec ma mère. Limité mais plus authentique que ceux qui avaient existé auparavant. Nous avons commencé à échanger des emails occasionnels, partageant de petits aspects de nos vies sans attente ni exigence. Mon père et ma sœur restèrent distants, réticents à accepter les nouvelles limites. J'ai appris par ma mère que mon père rejetait mon succès comme de la chance et mes limites comme de l'égoïsme, des récits qui lui permettaient d'éviter d'examiner son propre rôle dans notre éloignement. Plutôt que de m'attarder sur ce qui ne pouvait être changé, je me suis concentré sur la construction de la vie que je voulais. Au bout d'1 an dans mon nouveau poste, j'ai reçu un excellent rapport de performance et une prime substantielle. Avec mes économies et la prime combinée, j'avais assez pour un acompte sur un condo modeste mais moderne dans un quartier que j'aimais. Le jour où j'ai signé les actes de clôture fut significatif, au-delà de la réalisation financière qu'il représentait. Debout dans ce qui était maintenant ma maison, j'ai réalisé le chemin parcouru depuis la personne effrayée et coupable qui avait emballé ses affaires en secret il y a à peine 1 an. J'avais établi une carrière dont j'étais fier, créé une maison qui était vraiment mienne, construit des relations basées sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation, et surtout, j'avais appris que prendre soin de moi n'était pas égoïste, mais nécessaire. Ce soir-là, assise par terre dans le salon de mon nouvel appartement avec Sophia et Michael, partageant des plats à emporter et du champagne au milieu des cartons, attendant encore d'être déballés, j'ai ressenti une paix que je ne pensais pas possible. Le voyage avait été douloureux. La perte est réelle. Mais la liberté que j'avais trouvée valait chaque étape difficile. En regardant l'année écoulée, j'ai réalisé que le job à 400 000 $ n'avait jamais vraiment été le but de mon histoire. Ce fut simplement le catalyseur qui m'a forcé à affronter des schémas qui étaient nuisibles depuis des années. La vraie valeur de ce que j'ai gagné ne se mesurait pas en dollars, mais en amour-propre, en limites respectées, dans la dignité tranquille de posséder ma propre vie. Pour quiconque fait face à des luttes similaires avec l'exploitation financière familiale, sachez qu'il est possible de s'en libérer. Fixer des limites n'est pas égoïste. C'est nécessaire. La vraie famille soutient votre croissance plutôt que de l'étouffer pour son propre bénéfice. Et parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire, à la fois pour vous-même et pour ceux qui profiteraient de vous, est de dire non. Avez-vous jamais eu à fixer des limites difficiles avec des proches qui profitaient de votre succès? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a touché, veuillez aimer et vous abonner pour soutenir davantage de contenu sur le dépassement de l'abus financier familial et la construction de relations saines. Rappelez-vous, se défendre n'est pas égoïste. C'est nécessaire pour votre bien-être et même pour ceux qui pourraient éventuellement apprendre des limites que vous fixez. Merci de m'avoir écouté dans mon parcours et je vous souhaite de la force dans le vôtre.